Il avait humilié sa femme enceinte devant tout le monde. Sans se douter que son ex-mari, un mafieux coréen, était déjà en route. Le verre de cristal s'inclina lentement au-dessus de la tête de Becky Ménard. Elle ne bougea pas, incapable de bouger. Le champagne ruisselait sur son visage, imbibant sa coiffure soignée et dégoulinant sur la soie de sa robe de maternité rouge. Sa main se porta instinctivement à son ventre arrondi, dans un tremblement protecteur. Denny Copeland se tenait à côté d'elle, son bras nonchalamment posé sur la femme blonde en blanc qui venait de vider le verre. Il souriait, ce même sourire charmant qu'il arborait dans les salles de réunion et les galas de charité. Le sourire qui avait convaincu Becky qu'il était différent, rassurant, normal. La femme en blanc, sa maîtresse, laissa échapper un rire strident et théâtral qui résonna dans la salle de bal au sol de marbre. L'assemblée resta impassible. 200 des personnes les plus influentes de la ville, politiciens, vieilles fortunes et nouveaux venus. Ils étaient là, flûtes de champagne et smartphones levés, filmant chaque seconde de la destruction de Becky. Certains chuchotaient, quelques-uns souriaient. La plupart se contentaient d'observer avec la froide curiosité de ceux qui n'avaient jamais connu les conséquences de leurs actes. La gorge de Becky se serra, ses yeux la brûlaient, non pas à cause du champagne, mais sous le poids des marches. Elle avait tout quitté pour cette vie, pour la sécurité, pour la respectabilité, pour un homme qui lui avait promis un monde sans violence, le retour à désirs criminels. Et maintenant, elle se tenait seule, enceinte de 6 mois, accablée d'humiliation, tandis que son mari revendiquait publiquement une autre femme. Ce que Denny ignorait, ce que personne d'eux ne savait, c'est que Becky Ménard n'avait pas toujours été Becky Ménard. Des années auparavant, elle avait été une autre, mariée à un autre. Un homme qu'elle avait fui en pleine nuit, car elle ne supportait plus l'ombre qu'il habitait. Un homme qui ne l'avait jamais supplié de rester, qui ne l'avait jamais poursuivi, qui ne l'avait même jamais appelé. Il avait simplement disparu. Et en son absence, June Solomon était devenue bien plus dangereuse que l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Devant la salle de bal, une berline noire s'arrêta silencieusement. La portière s'ouvrit. Des chaussures italiennes de luxe frôlèrent le trottoir. Un homme en costume gris foncé en sortit, le visage impassible, une tache d'encre visible à son col. Derrière lui, 3 autres hommes apparurent, silencieux, synchronisés, mortels. À l'intérieur, Denny souriait encore. Il était loin de se douter qu'en moins d'une minute, toutes ses convictions sur le pouvoir, le contrôle et les conséquences allaient s'effondrer parce que la femme du mauvais homme venait d'être touchée. Et June Solomon ne le pardonna jamais. Le champagne continuait de couler du menton de Becky, tombant en gouttes lentes et délibérées sur le sol de marbre poli. Chaque goutte produisait un son qu'elle ressentait plus qu'elle n'entendait. Une percussion minuscule et humiliante qui marquait les secondes de son humiliation. Ses doigts se pressaient contre son ventre. Elle sentait le bébé bouger en elle, inconsciente de la cruauté qui se déroulait autour d'eux. Elle voulait fuir. Mon Dieu, comme elle voulait courir. Mais ses jambes refusaient de coopérer. Clouée sur place par une paralysie née du choc et d'une autre émotion plus profonde, la terrible prise de conscience que ce n'était ni un accident, ni un simple moment d'égarement. C'était délibéré, planifié. Denny avait tout orchestré. Clarissa Vance, la blonde, fille d'un magnate des fonds spéculatifs et tout le contraire de Becky, recula pour admirer son œuvre. Elle tendit son verre vide à un serveur qui passait, avec la désinvolture de celle qui n'avait jamais rien essuyé. Sa robe blanche à paillettes captait la lumière des lustres en cristal, lui donnant une allure presque angélique. L'ironie n'échappa pas à Becky. Les lèvres rouges de Clarissa esquissèrent un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et lorsqu'elle parla, sa voix résonna dans la salle de bal soudainement silencieuse, avec une projection parfaitement maîtrisée. « Oups !» dit Clarissa d'un ton faussement innocent. « Quelle maladresse !» Mais bon, les femmes enceintes ont tendance à tout rendre si gênant, n'est-ce pas? Ils occupaient tellement d'espace que chaque pièce semblait un peu trop bondée. Des rires parcoururent la foule. Pas des rires tonitruants et bruyants, trop francs, trop humains. C'était un amusement poli, de celui qui se glisse entre les costumes onéreux et les robes de créateurs, celui qui permet à chacun de participer à la cruauté tout en conservant une excuse plausible. Le regard de Becky balaya la foule de visages. Elle en reconnaissait tant. Margaret Chin, qui avait complimenté sa robe au gala du mois dernier, Thomas Rivera, qui lui avait dit qu'elle rayonnait 1 heure auparavant. Sarah et David Morrison, qui lui avaient envoyé un cadeau en apprenant sa grossesse. Aucun ne bougea. Aucun ne prit la parole. Leurs téléphones restèrent levés. Des appareils photo filmaient, capturant chaque angle de son humiliation, pour quelque raison que ce soit qui les amuse. Mérite social, ragot, divertissement, peu importait. Ce qui importait, c'était qu'à cet instant, entourée de centaines de personnes, Becky ne s'était jamais sentie aussi seule. La main de Denny se posa sur le bas du dos de Clarissa,
un geste possessif qu'il réservait autrefois à Becky. Il attira sa maîtresse contre lui, et le message était clair. Il ne s'agissait pas d'une trahison qu'il tentait de dissimuler. C'était une déclaration publique, un changement de garde. Becky observait son visage, cherchant une trace de l'homme qu'il avait demandé en mariage 2 ans plus tôt sur une plage de Santorin, qui lui avait promis sécurité, stabilité et une vie loin du chaos qu'elle avait laissé derrière elle. Mais cet homme, s'il avait jamais existé, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. « Becky, ma chérie », dit Denny d'une voix douce et maîtrisée, le même ton qu'il employait lors de négociations commerciales. « Tu fais un scandale. Tu devrais peut-être aller te rafraîchir. Tu as l'air malade. » L'audace de ses paroles lui coupa le souffle. C'était elle qui faisait un scandale. Pas Clarissa, qui venait de l'agresser. Pas Denny, qui avait amené sa maîtresse à ce qui était censé être une fête pour célébrer la dernière acquisition de son entreprise. La victime était présentée comme le problème. Et le pire, c'était la facilité avec laquelle tout le monde acceptait cette version. Des têtes acquiesçaient. Elle entendait déjà les murmures, imaginait les gros titres et les publications sur les réseaux sociaux de demain. Pauvre Denny Copeland, coincé avec une femme instable et émotive. Pas étonnant qu'il ait cherché du réconfort ailleurs. La main de Becky tremblait tandis qu'elle essuyait le champagne de ses yeux. Le liquide la piquait. Ou peut-être était-ce simplement ses larmes mélangées. Elle n'en savait plus rien. Sa robe de grossesse rouge, choisie avec tant de soin ce matin-là parce que Denny lui avait dit qu'il la préférait en rouge, collait maintenant à sa peau, laissant des traces sombres et humides. Elle se sentait exposée, ridicule, exactement comme il l'avait prévu. Un téléphone clignota à proximité, quelqu'un prenant un gros plan de son visage. Elle se tourna vers la source et vit Jessica Lange, une chroniqueuse mondaine qui avait interviewé Becky 6 mois auparavant pour un article élogieux sur les couples à succès. Jessica ne baissa pas son téléphone, continua d'enregistrer. Elle se contenta d'un sourire d'excuse, comme pour dire « Ce n'est rien de personnel, chérie. Juste les affaires. » C'était ça, l'élite. Tout était affaire. Chaque interaction était transactionnelle. Chaque relation pouvait être monétisée ou utilisée comme une arme, selon ce qui les arrangeait sur le moment. Becky le savait, bien sûr. Elle l'avait observé de loin pendant ses 2 années de mariage avec Denny, mais elle avait naïvement cru qu'être mariée à l'un d'eux la protégeait, lui immunisait contre leur cruauté ordinaire. Elle s'était trompée. Denny se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Clarissa. La blonde gloussa, un vrai petit rire, et l'embrassa sur la joue, y laissant une trace de rouge à lèvres qu'il ne chercha même pas à effacer. La foule sembla expirer collectivement, la tension se dissipant et les conversations reprenant. Le spectacle était terminé. Becky fut congédiée, déjà oubliée, tandis que les serveurs circulaient avec du champagne frais et que quelqu'un remettait la musique à fond. Un quatuor de jazz, dans un coin, commença à jouer un morceau entraînant et insouciant. La bande-son idéale pour faire comme si de rien n'était. Becky trouva enfin la force de bouger. Ses jambes étaient comme du plomb, chaque pas lui demandant un effort conscient. Mais elle parvint à se tourner vers la sortie. La foule s'écarta sur son passage, non par politesse, mais par simple refus d'être associée à son humiliation. Il ne voulait aucune preuve photographique de leur présence trop près lors de sa chute. Elle garda la tête haute, la main protectrice sur le ventre, le dos droit malgré tout ce qui la poussait à s'effondrer. Elle passa devant un miroir et aperçut son reflet. Du mascara coulait sur ses joues. Ses cheveux, soigneusement coiffés, pendaient en mèches humides et raplaplats. La robe rouge qui l'avait rendue si belle ce matin-là la faisait maintenant ressembler à un animal blessé. Elle détourna rapidement le regard, incapable de supporter cette vision. Derrière elle, le rire de Denny résonna dans la salle de bal. Un rire grave, assuré et totalement dénué de culpabilité. Il avait gagné. Il l'avait humiliée publiquement, avait revendiqué une autre femme et n'avait subi aucune conséquence. Pire encore, à en juger par les hochements de tête approbateurs et les poignées de main de félicitations qu'il recevait, son capital social semblait avoir augmenté. C'était le jeu. Les puissants pouvaient faire ce qu'ils voulaient à qui ils voulaient, et le monde se réorganisait pour justifier leurs actes. Becky franchit les doubles portes ouvragées et pénétra dans le hall, échappant enfin à l'atmosphère suffocante des salles de bal. Le silence soudain, après le bruit et le chaos, lui parut presque violent. Ses talons claquaient sur le marbre tandis qu'elle se dirigeait vers la sortie, dépassant des compositions florales qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle croisa des employés qui détournaient le regard avec l'habileté de ceux qui sont entraînés à ne rien voir. Elle était presque arrivée à l'entrée principale lorsqu'elle le sentit. Un changement d'atmosphère, une variation de pression, comme une tempête qui approche, invisible mais indéniable. Le téléphone du concierge sonna. Il répondit,
Écouta un instant. Puis son expression changea. La peur. Une peur authentique se lisait sur le visage de cet homme qui côtoyait quotidiennement milliardaires et célébrités. Derrière elle, elle entendit les portes de la salle de bal s'ouvrir. Des voix s'élevèrent, puis s'éteignirent brutalement. Le silence qui suivit était différent. Ce n'était pas le silence poli de ceux qui choisissent de ne pas parler. C'était le silence stupéfait de ceux qui avaient oublié comment respirer. Becky se retourna lentement, le cœur battant la chamade pour des raisons qu'elle ignorait encore. À travers les portes vitrées du hall, elle aperçut une berline noire garée au bord du trottoir. Le genre de véhicule qui coûte plus cher que la plupart des maisons, mais qui, d'une certaine manière, parvient à paraître discret, banal, insignifiant. Sauf qu'il ne l'était pas. Il y avait en elle quelque chose qui attirait l'attention, qui murmurait le danger et les conséquences. La portière arrière s'ouvrit. Un homme en sortit. Ses mouvements étaient économes et précis. Costume gris fonts, parfaitement taillé. Chemise noire en dessous, sans cravate. La coupe du tissu ne parvenait pas à dissimuler complètement l'encre qui remontait de son col, ni à adoucir les traits durs de son visage. Il regarda le bâtiment, puis l'entrée, et pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Le monde de Becky bascula. Ses genoux fléchirent et elle s'agrippa à la colonne la plus proche pour se retenir. Impossible. C'était inconcevable. Elle avait tourné le dos à cette vie il y a 5 ans. Elle avait enfoui cette part d'elle-même si profondément qu'elle s'était presque convaincue qu'elle n'avait jamais existé. Elle avait changé de nom, déménagé à l'autre bout du pays, construit une toute nouvelle identité. Elle avait été si prudente, si méticuleuse. Mais June Solomon l'avait retrouvée malgré tout. Et à en juger par les 3 hommes qui sortaient de la berline derrière lui, chacun dégageant une violence contenue qui faisait reculer les gardes de sécurité, il n'était pas venu seul. La colonne était froide contre la paume de Becky. La seule chose solide dans un monde qui était soudain devenu liquide et instable. Elle ne pouvait pas détourner le regard, ne pouvait pas forcer ses yeux à se séparer de lui, même si tous ses instincts de survie lui criaient de fuir. June se tenait immobile sur le trottoir, son expression indéchiffrable, comme elle s'en souvenait trop bien. Ce vide soigneusement contrôlé qui ne révélait rien et promettait tout. 5 ans ne l'avaient pas adouci. Au contraire, ses aspérités s'étaient aiguisées. Le danger qui avait toujours couvé sous sa surface irradiait désormais comme la chaleur de l'asphalte en été. Elle avait 23 ans lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Assez jeune pour confondre intensité et passion, danger et excitation. Il était entré dans le restaurant où elle travaillait comme serveuse, et quelque chose dans sa façon de bouger, déterminée, consciente, presque mortelle, l'avait fait laisser tomber tout un plateau de verre. Il l'avait aidé à ramasser les verres, ses mains prudentes et assurées. Et lorsqu'il lui avait demandé son numéro, elle le lui avait donné sans hésiter. Le premier signal d'alarme qu'elle avait ignoré, parmi d'autres qui allaient marquer les 2 années suivantes de sa vie. June ne lui avait jamais menti sur sa véritable nature. C'était ce que les gens ne comprenaient pas lorsqu'elle essayait de l'expliquer plus tard, lors de séances de thérapie qu'elle pouvait à peine se payer. Dès leur 3e rendez-vous, il lui annonça, d'un ton neutre et sans détour, que ses affaires impliquaient des choses qu'il valait mieux qu'elle ignore. Il lui avait offert une porte de sortie, lui disant qu'elle pouvait partir et qu'il ne la recontacterait jamais. Mais elle avait été naïve et jeune, persuadée que l'amour pouvait exister indépendamment des circonstances, qu'elle pouvait l'avoir sans partager son univers. Ils se marièrent 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime à laquelle ses parents refusèrent d'assister. Elle portait une simple robe blanche achetée dans un grand magasin, et lui un costume noir qui coûtait probablement plus cher que son salaire annuel. Ses associés remplissaient la salle. Des hommes en vêtements de luxe, montres de prix, le regard scrutant le moindre mouvement, la moindre sortie. Elle se sentait comme un oiseau en cage de diamants, belle et prisonnière, suffoquant lentement. La violence ne lui avait jamais été directement adressée. C'est ce qui la rendait si insidieuse, si facile à justifier. June la traitait avec une douceur frôlant la révérence, comme si elle était un être précieux et fragile, à protéger du monde. Mais elle avait vu ce qui arrivait à ceux qui s'opposaient à lui, elle avait été témoin de la froide efficacité avec laquelle les problèmes étaient réglés. Elle avait appris à décrypter les signes, les coups de fil tard dans la nuit, les disparitions soudaines, la tension qui montait dans ses épaules avant que quelqu'un ne finisse inévitablement à l'hôpital, ou pire. Elle avait tenu 2 ans avant que le poids de cette situation ne la brise. Ce n'était ni le luxe, ni la protection, ni même l'isolement de son ancienne vie. C'était la connaissance, le terrible fardeau de savoir de quoi il était capable et d'être impuissante à l'arrêter. Elle se réveillait la nuit, imaginant des scénarios où son monde percutait le sien, où quelqu'un l'utilisait pour lui faire du mal, où elle devenait une victime collatérale de guerre qu'elle ne comprenait pas. La peur l'avait rongée de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le besoin désespéré de fuir.
Alors elle s'était enfuie, après avoir planifié sa fuite pendant 3 mois, avec soin et méthode, comme il le lui avait appris. Elle n'avait emporté que des vêtements et le collier de sa grand-mère. Elle avait retiré de petites sommes d'argent au fil du temps pour ne rien éveiller les soupçons. Elle était partie un mardi après-midi, alors qu'il était en réunion. Elle avait pris 3 bus jusqu'à une gare située 2 villes plus loin. Puis un train pour une ville où elle ne connaissait personne et où personne ne la connaissait. Elle s'attendait à ce qu'ils la suivent. À des appels, des messages, des hommes qui débarquent dans le motel miteux où elle s'était réfugiée. À ce que toute la puissance de ses ressources et de ses relations s'abatte sur elle jusqu'à ce qu'il la retrouve et la ramène de force. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Son téléphone est resté muet. Personne n'est venu la chercher. C'était comme si elle n'avait jamais existé à ses yeux. Et d'une certaine manière, cela l'avait blessée plus que n'importe quelle poursuite. Elle s'était reconstruite lentement, douloureusement. Elle avait changé de nom légalement. Elle s'était inscrite à l'université communautaire sous sa nouvelle identité, avait trouvé un emploi dans une agence de marketing. Elle enchaînait les relations sans lendemain, gardant ses distances avec tout le monde, persuadée qu'elle ne ferait plus jamais confiance à personne au point de laisser quelqu'un s'approcher. Et puis, elle avait rencontré Denny Copeland lors d'un événement de réseautage d'entreprise. Il semblait être tout ce que Ji-Yoon n'était pas, stable, respectable, rassurant. Il travaillait dans la finance, portait des costumes chers sans pour autant avoir l'air menaçant, parlait de prévisions trimestrielles et de handicap de golf. Son monde était prévisible, ennuyeux, normal, exactement ce dont elle pensait avoir besoin. Leur fiançailles s'était déroulée comme dans un manuel. Des dîners raffinés dans des restaurants où tout le monde le connaissait. Des week-ends dans les résidences secondaires de sa famille. La présentation à son cercle d'amis influents, arborant un sourire éclatant et parlant de transactions et d'acquisitions dans un langage codé. Elle avait pris son attention pour de l'affection, sa possessivité pour de l'amour. Il lui avait paru si différent de Ji-Yoon qu'elle n'avait pas perçu les similitudes avant qu'il ne soit trop tard. Son emprise s'était insidieusement installée. D'abord, des suggestions sur sa garde-robe. Ne serait-elle pas plus professionnelle dans une tenue plus classique? Puis, des remarques sur ses amis. Avait-elle vraiment besoin de passer autant de temps avec des gens qui n'avaient aucune ambition? Ensuite, la gestion de son emploi du temps, de ses finances, de ses choix, toujours présentée comme une marque de sollicitude, comme un désir de la voir réussir, comme une volonté de l'aider à atteindre son plein potentiel. Quand elle a réalisé qu'elle avait troqué une cage contre une autre, elle était déjà enceinte, mariée et sombrant dans une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur, mais qui pourrissait de l'intérieur. Denny ne l'avait jamais frappée, n'avait jamais élevé la voix au-dessus d'un certain volume maîtrisé. Mais il avait perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle, sachant exactement où frapper pour infliger un maximum de dégâts sans laisser de cicatrices visibles. Il l'avait systématiquement isolé de tous ceux qui auraient pu le remarquer, le questionner ou l'aider. Et l'humiliation de ce soir n'était pas une aberration. C'était l'aboutissement de 2 années de mort par 1000 coupures. L'ultime démonstration publique qu'elle n'était rien et qu'il était tout, et que le monde prendrait toujours son parti. Elle avait choisi Denny parce qu'il n'était pas Ji-Yoon, parce qu'il représentait la sécurité, la normalité et tout ce qu'elle s'était persuadée de vouloir. Mais debout dans ce hall, voyant son passé et son présent se heurter, Becky comprit enfin la différence entre un homme qui contrôlait par la peur et un homme qui contrôlait par la cruauté. Ji-Yoon avait été dangereux, mais il ne l'avait jamais rabaissé. Denny ne lui avait jamais levé la main dessus, mais il avait passé 2 ans à la détruire méthodiquement. À travers la vitre, Ji-Yoon se dirigea vers l'entrée. Ses 3 associés le flanquaient, dans une formation visiblement répétée, visiblement déterminée. Les portiers s'apprêtèrent à ouvrir la porte, puis semblèrent se raviser, s'écartant comme si un instinct primitif les avertissait de ne pas les gêner. La respiration de Becky était saccadée. Son bébé donna un coup de pied, sentant sa détresse, et elle porta instinctivement la main à son ventre pour se réconforter. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la signification de la présence de Ji-Yoon, une chose était devenue limpide en cet instant décisif. Elle avait passé 5 ans à fuir le mauvais homme. Les portes vitrées s'ouvrirent dans un léger clapotis hydraulique, et la température dans le hall sembla chuter de 10 degrés. Ji-Yoon franchit le seuil le premier, c'est pas silencieux malgré le sol en marbre, avec une économie de moyens qui suggérait que chaque geste avait été calculé et dépouillé de tout mouvement superflu. Ses associés suivirent en parfaite synchronisation. 3 hommes qui semblaient taillés dans le même bloc, le visage impassible, les yeux scrutant sans cesse les environs, cataloguant sorties, menaces et failles avec la précision robotique de machines conçues pour un seul but. La main du concierge planait au-dessus de son téléphone, figé en plein milieu d'une composition. Il déglutit difficilement, et Becky le vit prendre sa décision en direct. Quel que soit le numéro qu'il s'apprêtait à composer, quel que soit le protocole de sécurité qu'on lui avait appris,
rien de tout cela n'aurait d'importance. Certaines menaces étaient insurmontables, impossibles à contrer par les procédures et les règlements. Certains dangers opéraient sur une fréquence qui court-circuitait complètement les voies hiérarchiques habituelles. Il raccrocha lentement, avec précaution, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque n'attire l'attention. Le regard de June parcourut le hall, s'attardant sur les colonnes de marbre, les compositions florales, les ornements dorés qui criaient « vieille fortune », cherchant à paraître encore plus vieux. Son regard passa sur Becky sans s'arrêter, sans la reconnaître, comme si elle n'était qu'un élément de décoration coûteux. Cette indifférence la blessa plus qu'elle ne l'avait imaginé. Un rappel brutal que leur relation, quelle qu'elle ait été, s'était terminée dès qu'elle était partie. Mais il y avait quelque chose dans le port de ses épaules, dans l'angle de sa démarche, qui lui disait qu'il savait exactement où elle était. Il l'avait toujours su. Derrière eux, à travers les portes encore ouvertes, Becky aperçut la rue. 2 autres berlines s'étaient arrêtées, bloquant la circulation. Des hommes en costume sombre se tenaient à côté, discrets mais pas trop présents. Une voiture de police s'approcha, gyrophares éteints, puis sembla renoncer à son intervention et s'engagea dans une rue adjacente. Le message était clair. La situation avait déjà été prise en charge par des forces de l'ordre bien supérieures à la simple patrouille de rue. Dans la salle de bal, la musique s'était arrêtée. Les conversations s'interrompaient brusquement, remplacées par ce silence pesant que l'on ressent lorsqu'une salle entière retient son souffle. Becky entendit le claquement de talons de quelqu'un, sans doute Clarissa, qui changeait de place, puis la voix grave de Denny qui posait une question indéchiffrable. Personne ne lui répondit. Les rapports de force qui régnaient dans la pièce 30 secondes auparavant s'étaient évaporés, remplacés par quelque chose de plus primitif. La peur avait une odeur, se souvenait Becky, métallique et âcre, comme le sang, le cuivre ou la foudre sur le point de frapper. June atteignit les portes de la salle de bal et s'arrêta. Un de ses associés, un homme à la cicatrice barrant son sourcil gauche, s'avança et poussa les 2 portes simultanément. Les poignées baroques s'ouvrirent avec une lenteur théâtrale, dévoilant le tableau figé à l'intérieur. 200 membres de l'élite de la ville se tenaient éparpillés sur le sol de marbre comme des pièces d'échecs. Des midames, leurs flûtes de champagne suspendues, leurs smartphones baissés, leurs masques de supériorité soigneusement cultivés se fissurant pour révéler une vulnérabilité brute. June entra, et la pièce sembla se contracter autour de lui. Non pas à cause de sa taille. Il n'était ni particulièrement grand ni large d'épaules, mais parce que l'espace lui-même se réorganisait en sa présence. Il devint le centre de gravité, le point autour duquel tout gravitait. Ses associés se déployèrent derrière lui, prenant des positions que Becky reconnut comme si elles lui étaient familières depuis une éternité. Les issues étaient sécurisées, la visibilité maintenue, les menaces évaluées et hiérarchisées. Les invités les plus proches de la porte reculèrent en titubant, leurs chaussures de marque s'emmêlant dans leur hâte de prendre leur distance. Une flûte de champagne glissa des mains et se brisa sur le marbre. Le bruit, absurdement fort, déchira le silence pesant. Personne ne bougea pour ramasser les morceaux. Le personnel, d'ordinaire si nombreux, semblait se fondre dans le décor, s'effaçant presque par la seule force de sa volonté et son instinct de survie. Denny restait figé au centre de la pièce. Clarissa était toujours blottie contre lui, mais sa confiance d'avant s'était évaporée. Son visage passa par plusieurs expressions successives. Confusion, irritation, puis un malaise naissant lorsqu'il comprit ce que tout le monde avait déjà compris. Ce n'était pas un invité qui s'était introduit par hasard dans la salle. Ce n'était pas un fait-à-rivre ni une livraison ratée. C'était tout autre chose, quelque chose contre lequel son argent, ses relations et ses liens soigneusement cultivés ne pouvaient le protéger. Becky le regarda malgré tout tenter d'imposer son autorité, car c'était le propre des hommes comme Denny. Il redressa les épaules, ajusta son nœud papillon et fit un pas en avant, comme s'il s'apprêtait à une négociation commerciale plutôt qu'à un examen de conscience. Sa voix était posée, maîtrisée, le même ton qu'il employait pour licencier des employés ou refuser à Becky de lui prêter de l'argent pour les courses, malgré les sommes importantes sur leur compte joint. « Je ne sais pas qui vous croyez être », lança Denny, ses mots résonnant dans la salle de bal silencieuse. « Mais c'est un événement privé. Vous devez partir avant que je ne fasse expulser la sécurité. » La menace tomba comme une pierre dans l'eau profonde, sans laisser de traces. June ne répondit pas. Elle ne regarda même pas Denny directement. Son regard continua de parcourir la salle, cataloguant les visages, prenant mentalement note de qui était présent et de sa place dans la hiérarchie qui régissait son monde. Becky reconnut plusieurs personnes qui tentaient visiblement de se faire plus petites pour éviter cette évaluation superficielle. Elle vit Richard Thornton, un promoteur immobilier assis à côté d'elle lors de la vente aux enchères caritatives du mois dernier, reculer de plusieurs pas jusqu'à heurter une colonne. Elle vit Miranda Zhang, PDG d'une entreprise technologique et autoproclamée perturbatrice,
soudainement fascinée par son téléphone, les doigts tremblants tandis qu'elle tapait dans le vide. Le visage de Denny se crispa, son calme soigneusement maintenu commençant à se fissurer. Clarissa s'était éloignée de lui, son instinct de survie apparemment plus aiguisé que son ego. Elle avait reculé vers un groupe de femmes plus âgées qui formaient un cercle protecteur silencieux, comme si l'âge et l'argent pouvaient servir d'armure contre ce qui se déroulait. « Tu m'as entendu. » La voix de Denny monta légèrement, une imperfection dans son contrôle. « J'ai dit qu'il t'a entendu. » Un des associés de June prit la parole pour la première fois, son accent le situant quelque part dans les quartiers d'affaires de Soule. Son ton était neutre, informatif plutôt que menaçant. « Tout le monde t'a entendu. Ça ne change rien. » Denny ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Becky le regarda scruter la pièce à la recherche d'alliés. De l'équipe de sécurité qui aurait dû intervenir il y a quelques minutes. Pour les amis influents qu'il avait félicités et avaient filmé l'humiliation de sa femme. Personne ne croisa son regard. Les gardes de sécurité, d'ordinaire postés discrètement le long des murs, avaient disparu. Ses amis s'intéressèrent soudain au sol, au plafond, aux œuvres d'art abstraits encadrées de dorures. June finit par bouger, faisant 3 pas qui le menèrent dans la lumière du lustre central. La lumière révéla l'encre de son col, dévoilant le contour d'un motif que Becky savait se prolonger sur ses épaules et le long de son dos. Un dragon dessiné dans le style traditionnel par un maître de Buzouzan. Elle avait autrefois caressé ses lignes, s'était endormi la tête contre ses écailles. Le souvenir la frappa comme un coup de poing. « Où est-elle » demanda June d'une voix douce, presque familière. Il ne s'adressait pas à Denny. Il interrogeait la salle. Et d'une certaine manière, c'était pire. La question planait comme une fumée suffocante. La confusion de Denny était authentique. « Où est qui ? Qui êtes-vous » ? La femme qui a été humiliée ici ce soir. Le ton de June ne changea pas, ne monta pas, ne s'aiguisa pas. Il resta parfaitement neutre, parfaitement calme. La femme enceinte à qui on avait versé du champagne sur la tête sous le regard impassible de 200 personnes. Cette femme, où est-elle ? Ces mots explosèrent comme des grenades enveloppées de soie. Becky eut le souffle coupé. Il n'était pas venu pour affaire, pour conquérir un territoire, ni pour aucune de ces guerres que les hommes de son genre menaient habituellement. Il était venu pour elle. Le visage de Denny fut traversé par une succession d'émotions trop rapides pour être déchiffrées. La confusion céda la place à la reconnaissance. La reconnaissance se mua en peur. La peur se transforma en une agressivité défensive. Il jeta un coup d'œil vers l'endroit où Becky était sortie, puis reporta son regard sur June, et quelque chose changea dans son expression tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler en une image qu'il ne voulait pas voir. Sa main se porta à sa poche, cherchant son téléphone, ce lien vital sur lequel il s'était toujours appuyé pour résoudre les problèmes que l'argent et l'influence pouvaient régler. Avant qu'il ne puisse le sortir, un des associés de J1 se déplaça avec une rapidité surprenante, franchissant la distance qui les séparait et posant une main sur le poignet de Denny. Pas violemment, pas même avec force. Juste assez pour lui faire comprendre que prendre ce téléphone serait une erreur que Denny ne regretterait pas. « Vous n'avez pas besoin de passer d'appel », dit l'homme d'une voix douce. « Les personnes que vous appelleriez sont déjà au courant de la situation. Elles ont choisi de ne pas intervenir. » Denny retira brusquement son bras, mais le téléphone resta dans sa poche. « Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et me menacer. Savez-vous qui je suis ? Qui sont ces gens ?» Il désigna d'un large geste la pièce, l'assemblée de richesses et de pouvoir qui avait toujours été son bouclier. Un seul coup de fil et j'aurai 50 avocats. Thomas Brennan a retiré son cabinet de votre dossier il y a 1 heure. La voix de June transperça les fanfaronnades de Denny comme une lame chirurgicale. Précise et impitoyable, elle évoqua des conflits d'intérêts. Vous trouverez la lettre de résiliation dans vos emails. Gérald Schwartz de Pinacle Légal suivit 20 minutes plus tard, ainsi que Jessica Moreno de Whitfield & Associates. Dennis Devant Livide. Ce n'étaient pas de simples avocats. C'étaient ses avocats, l'édifice juridique qui protégeait ses affaires et ses intérêts personnels. Becky l'observait analyser l'information, chercher l'angle d'attaque, l'explication qui ne le mènerait pas à la conclusion qui se dessinait déjà. Vos comptes principaux chez Sentinel Private Banking ont été gelés à 18h47 ce soir, poursuivit J1. Son ton restait imperturbable, imperturbable. Il aurait pu lire les cours de la bourse ou parler de la météo, dans l'attente d'une enquête sur des transactions irrégulières signalées par les autorités fédérales. Les comptes secondaires chez Arbor Wealth Management ont suivi à 19h15. Votre ligne de crédit a été suspendue. Votre portefeuille d'investissement fait l'objet d'un audit. Le fisc a reçu un signalement anonyme concernant Offshore Holdings il y a environ 3 heures.
Il l'a jugée suffisamment crédible pour agir immédiatement. Denis garda la voce muette. Quelqu'un dans la foule, peut-être Richard Thornton, ou l'un de ceux qui riaient encore 30 minutes plus tôt, laissa échapper un léger gémissement de détresse. Les conséquences se répandaient comme une traînée de poudre. Si Denis pouvait chuter aussi vite, aussi brutalement, alors aucun d'eux n'était à l'abri. Leur argent, leur pouvoir, leurs empires patiemment construits pourraient être anéantis en une soirée par quelqu'un qui saurait tirer les ficelles. C'est impossible, parvint finalement à dire Denis, bien que sa voix ait perdu toute assurance. Ces comptes sont soumis à des protocoles, des garanties. On ne peut pas simplement. Votre associé, Marcus Webb, a vendu sa participation de 43% dans Copland Industries à une société Shell basée à Singapour à 17h30 cet après-midi. J.U. inclina légèrement la tête, un geste dont Becky se souvenait de leur mariage. Il le faisait lorsqu'il expliquait quelque chose à quelqu'un qui était censé comprendre. La société appartient à une autre société, elle-même détenue par une fiducie contrôlée par des personnes que vous n'avez jamais rencontrées et que vous ne rencontrerez jamais. Marcus est actuellement en avion pour la Nouvelle-Zélande avec sa famille. Il ne répondra pas à vos appels. Denis vacilla légèrement, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Marcus ne le ferait pas. Nous sommes associés depuis 15 ans. On a présenté à Marcus des preuves de vos pratiques comptables douteuses. L'argent que vous avez détourné du fonds de pension des employés. Les pots de vin versés pour obtenir le contrat Henderson. Le délit d'initié qui vous a rapporté 7 millions le trimestre dernier. Chaque révélation a été faite avec une précision chirurgicale. Il avait le choix, coopérer et s'en tirer sans être inquiété, ou affronter la justice fédérale avec vous. Il a choisi la survie. La plupart des gens font de même. Le silence était tel que Becky pouvait entendre son propre cœur battre. Elle s'était rapprochée sans s'en rendre compte, attirée par la destruction de l'homme qui avait passé 2 ans à la détruire méthodiquement. Elle devrait ressentir quelque chose, pensa-t-elle. De la satisfaction, une forme de revanche, du soulagement. Mais elle ne ressentait qu'une sorte d'engourdissement, comme si elle assistait à l'effondrement d'un immeuble au ralenti. Clarissa s'était complètement détachée, prenant ses distances avec Denis comme si sa chute était contagieuse. Son visage était pâle sous son maquillage. Sa cruauté passée avait fait place à un instinct de survie débridé. Plusieurs autres invités commençaient à se diriger vers les sorties. Des mouvements subtils qu'ils pensaient sans doute discrets. Les associés de June suivaient chaque départ du regard, mais n'intervenaient pas. Ce spectacle ne les concernait pas. Le conseil d'administration de Copland Industries tenait une réunion d'urgence 20 minutes auparavant. June déclara « Vous êtes démis de vos fonctions de PDG avec effet immédiat. Il invoque un comportement erratique et des problèmes juridiques en cours. Votre indemnité de départ est annulée en raison de la clause de moralité que vous avez signée il y a 3 ans. Celle qui stipule que vous ne devez pas nuire à la réputation de l'entreprise. Votre réputation, c'est ce qui nuit à la réputation, au cas où ce ne serait pas clair. » Denis se jeta en avant. Toute prétention de contrôle fut abandonnée. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon entreprise. Je l'ai bâtie à partir de rien. Tout ce que j'ai, tout ce que vous avez, a été bâti sur des mensonges, l'intimidation et l'exploitation de personnes plus faibles que vous. » La voix de June changea enfin, devenant plus froide, plus dure. Vous pensiez que le pouvoir signifiait pouvoir humilier une femme enceinte devant tout le monde. Vous pensiez que cela signifiait que personne ne vous arrêterait, parce que personne ne l'a jamais fait. Vous aviez tort. Il fit un pas de plus vers Denis, et ce mouvement était plus menaçant qu'un poing levé. Le vrai pouvoir est silencieux. Il n'a besoin ni de public ni d'approbation. Il n'a besoin de personne pour le regarder, l'enregistrer ou le valider. Le vrai pouvoir, c'est la capacité de démanteler l'existence entière de quelqu'un, trop occupé à jouer la comédie pour remarquer le sol qui se dérobe sous ses pieds. Les jambes de Denis le lâchèrent. Il ne tomba pas de façon spectaculaire, mais se replia sur lui-même, ses genoux fléchissant jusqu'à ce qu'il soit à moitié assis sur le bord d'une chaise voisine. Ses mains tremblaient tandis qu'il les pressait contre son visage. « Que voulez-vous ? » »« De l'argent. Je peux vous en procurer. Dites-moi simplement ce que vous voulez. Je ne veux rien de vous. » Le rejet de June était catégorique. « Vous n'avez rien dont j'ai besoin, rien que je ne puisse prendre si je le voulais. Vous n'êtes ni une négociation ni une transaction commerciale. Vous êtes une conséquence. » Il se détourna de Denis comme si celui-ci avait cessé d'exister, son attention se portant à nouveau sur la pièce. Son regard croisa celui de Margaret Chen, la femme qui avait complimenté la robe de Becky tout en filmant son humiliation. « Vous devriez supprimer cette vidéo, » dit-il doucement. « Vous devriez tous le faire. Les images de ce soir ont la fâcheuse tendance à disparaître. Les téléphones dysfonctionnent.
Le stockage cloud se corrompt. Les disques durs tombent en panne. Il serait regrettable que votre appareil soit l'exception. Le bruit des téléphones tapotés frénétiquement emplissait la salle de bal. Becky observait 200 personnes influentes s'affairer à effacer les preuves comme des écoliers pris en flagrant délit de tricherie. Personne ne contestait les instructions. Personne ne protestait ni n'invoquait ses droits. Ils obéissaient simplement, car l'alternative avait été démontrée avec une clarté chirurgicale par la destruction perpétrée par Denny. Le regard de J1 finit par croiser celui de Becky, à travers la distance qui séparait la salle de bal du hall. Leurs échanges durèrent moins d'une seconde, mais en cet instant fugace, elle vit tout ce qu'elle avait fui 5 ans auparavant. Le danger, oui, la violence, absolument, mais aussi la protection, la loyauté farouche et inébranlable, cette qualité qu'elle avait prise pour du contrôle alors qu'il s'agissait en réalité d'un dévouement exprimé dans le seul langage qu'il connaissait. Il détourna le regard le premier, la libérant du poids de son attention. « C'est terminé », dit-il à ses associés. Ils se mirent aussitôt en mouvement, se regroupant autour de lui selon leur formation habituelle. Il se dirigea vers la sortie, vers l'endroit où Becky, toujours figée contre la colonne, se plaqua instinctivement en arrière. Il passa à moins d'1 mètre d'elle, si près qu'elle put sentir son eau de Cologne, le cèdre et la fumée, inchangés après toutes ces années. Il ne s'arrêta pas, ne ralentit pas, ne lui accorda aucun autre regard que celui-ci. Les portes se refermèrent derrière eux dans un léger clic et le charme fut rompu. Quelqu'un sanglota. Une autre personne vomit dans un pot de fleurs. Denny resta affalé dans son fauteuil, son empire réduit en cendres. Son avenir s'évapora. Le règlement de compte avait duré moins de 10 minutes. C'était tout le temps qu'il avait fallu pour anéantir un homme qui se croyait intouchable. Becky resta dans le hall, regardant les berlines s'éloigner, leurs feux arrière disparaissant dans la nuit de la ville comme des braises qui s'éteignent. Sa main demeurait pressée contre son ventre, sentant les mouvements du bébé. Chaque coup de pied lui rappelait que ce qui venait de se passer ne la concernait plus seulement. Elle était responsable d'une autre vie. Un petit être qui, un jour, poserait des questions sur sa venue au monde et sur la nature de ses parents. Le poids de cette responsabilité lui paraissait à la fois écrasant et éclairant. Derrière elle, la salle de bal avait sombré dans un chaos maîtrisé. Des voix se mêlaient en chuchotements urgents. Les téléphones sonnaient. Avocats, attachés de presse, spécialistes en gestion de crise. Elle entendait la voix de Denny s'élever au-dessus des autres, désespérée, suppliante, cherchant à joindre quelqu'un qui pourrait encore répondre. Personne ne l'écoutait. La foule qui avait enregistré son humiliation avec tant d'enthousiasme était désormais entièrement concentrée sur sa propre survie. Elle calculait la distance à prendre entre elle et les débris de Denny Copeland. Le téléphone de Becky vibra dans sa petite pochette. D'une main tremblante, elle le sortit, s'attendant presque à voir le nom de J1 s'afficher après 5 ans de silence. Mais ce n'était pas lui. C'était un SMS d'un numéro inconnu, un indicatif régional qu'elle ne reconnaissait pas. Le message était bref, d'une précision presque clinique. Les clés de l'appartement 4B, 1247 Riverside Drive, sont chez le concierge. 6 mois de loyer payés d'avance. Mobile, Cofferfort. Couverture médicale organisée à l'hôpital St. Catherine S., sous la responsabilité du docteur Sarah Chin, gynécologue obstétricienne. Demande de divorce lundi. Les coordonnées de l'avocat se trouvent dans l'enveloppe à l'appartement. Vous ne serez plus dérangé. Ni signature, ni nom, ni demande de remerciement, juste des faits, des ressources, une voie à suivre tracée avec la même efficacité chirurgicale qu'il avait employée pour détruire Denny. Becky fixa le message jusqu'à ce que sa vue se trouble, le lisant 3 fois pour être sûr de comprendre. Il avait tout planifié, pas seulement l'intervention de ce soir, mais tout ce qui allait suivre. Il lui avait concocté une porte de sortie qui ne lui demandait rien d'autre que le courage de l'emprunter. Un deuxième SMS arriva quelques secondes plus tard. Celui-ci encore plus court. Le bébé. Est-il en sécurité? Sa gorge se serra. Bien sûr, ce serait sa seule question. Ni à son sujet, ni à leur sujet, ni à propos des 5 années écoulées, ni à propos de la vie qu'elle s'était construite sans lui. Juste l'enfant, la victime innocente dans ce chaos, celle qui méritait plus que tout d'être protégée. D'une main tremblante, elle répondit sur son téléphone. « Oui, nous sommes toutes les deux en sécurité. » La réponse ne tarda pas bien. Rien d'autre ne suivit. Becky attendit, l'écran de son téléphone brillant dans la pénombre du hall. Mais la conversation était apparemment terminée. C'était la façon de faire de June, se souvint-elle. Dire ce qu'il fallait dire, faire ce qu'il fallait faire, puis s'en aller sans rien attendre en retour. Elle avait autrefois pris cette attitude pour de la froideur, pour une indisponibilité émotionnelle. À présent,
Elle comprenait que c'était tout autre chose. Du respect. Il la respectait suffisamment pour ne pas la piéger sous le poids de l'obligation ou de la culpabilité. Il respectait ses choix, même lorsqu'il l'avait éloignée de lui. Le concierge s'éclaircit la gorge discrètement, et Becky leva les yeux pour le voir lui tendre une petite enveloppe où son nom était inscrit d'une écriture soignée. « Ceci est pour vous, Madame Copeland. » Il hésita, ne sachant quel nom utiliser maintenant que son mariage avait implosé de façon si spectaculaire. Mademoiselle Maynard. Elle prit l'enveloppe, remarquant que le concierge évitait son regard. La nouvelle s'était déjà répandue parmi le personnel. Ce qui s'était passé à l'étage, l'histoire de la femme enceinte humiliée et de l'homme dangereux venu détruire le monde de son mari. Le lendemain, tout serait en émoi sur les réseaux sociaux, dans les rubriques mondaines, dans les cercles d'initiés. Mais l'histoire serait différente de celle que Denny avait tenté d'écrire. Au lieu d'une épouse pathétique et instable faisant un scandale, elle serait la femme assez puissante pour faire appel à un caïd, assez mystérieuse pour cacher un passé capable de détruire des empires. L'enveloppe contenait 3 choses. Une carte magnétique pour l'immeuble dont J.U. n'avait parlé, la carte de visite d'une avocate nommée Rebecca Choi, apparemment spécialisée dans les divorces conflictuels, et un mot manuscrit sur du papier cartonné épais. Le mot était bref, comme ses SMS, mais l'écriture lui serra le cœur d'une profonde reconnaissance. Elle avait vu cette écriture sur des cartes d'anniversaire, sur des mots laissés sur le comptoir de la cuisine, sur cette unique lettre qu'il avait écrite lors de leur dispute à propos de son retour à l'école. « Tu as choisi la sécurité plutôt que le bonheur. Maintenant, tu connais la différence. Fais un meilleur choix cette fois-ci. Pour le bébé, pour toi. Tu as toujours été plus forte que tu ne le croyais. » Pas de signature non plus, mais elle n'en avait pas besoin. Becky plia soigneusement le mot et le remit dans l'enveloppe, puis se tourna vers le concierge. « Pourriez-vous m'appeler une voiture ? Pas celle de l'immeuble. Une voiture privée. » Il acquiesça rapidement, soulagé d'avoir une tâche concrète. Pendant qu'il passait l'appel, Becky se dirigea vers l'un des canapés en cuir du hall et s'assit avec précaution, ajustant sa robe tachée de champagne autour de son ventre arrondi. Son reflet la fixait depuis le sol en marbre poli. Une femme qui ne ressemblait en rien à celle qu'elle était 3 heures plus tôt. Cette version d'elle-même avait cru devoir se faire plus discrète, plus silencieuse, plus conciliante pour mériter la sécurité, avait accepté l'humiliation comme prix de la stabilité, s'était persuadée que l'amour et la cruauté pouvaient coexister tant que la cruauté restait verbale. À travers les portes de la salle de bal, elle aperçut Denny qui arpentait la pièce, le téléphone collé à l'oreille, sa main libre gesticulant frénétiquement vers ceux qui avaient cessé d'écouter. Clarissa avait complètement disparu, sans doute déjà en train de peaufiner son récit d'innocente manipulée par un homme puissant. Les invités s'éclipsaient par les sorties latérales, évitant le hall principal où Becky était assise, comme si sa présence risquait de les contaminer davantage. Margaret passa devant elle, le regard baissé, et Becky sentit une pointe de colère percer sa torpeur. Cette femme avait complimenté sa robe tout en filmant sa destruction, avait participé à la cruauté avec l'enthousiasme désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais subi les conséquences de ses actes. « Margaret !» appela Becky, la voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. La femme se figea, son visage oscillant entre la peur et le calcul avant de se figer dans une expression de fausse sympathie. « Becky, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. » Si Baisu. Tu savais, l'interrompit doucement Becky. Tu es resté là à regarder. Tu as filmé. Tu aurais pu dire quelque chose, faire quelque chose, être n'importe quoi d'autre que complice. Mais tu as choisi d'y participer parce que c'était plus facile que de défendre quelqu'un sans pouvoir. La bouche de Margaret s'ouvrit et se referma, son aisance sociale habituelle la trahissant. Je ne voulais pas dire que ce n'était pas personnel. C'est pire, dit Becky. Que tu aies participé à la destruction de quelqu'un sans que cela te fasse rien, que ce soit juste un divertissement, un simple sujet de conversation, une autre anecdote à raconter au brunch. Tu devrais y réfléchir, à ce que cela révèle de qui tu es. Elle n'attendit pas de réponse, se retourna simplement vers les fenêtres, congédiant Margaret comme elle avait été congédiée d'innombrables fois ces 2 dernières années. La femme s'enfuit, et Becky sentit quelque chose changer en elle. Pas vraiment de la satisfaction, mais une petite reconquête de sa dignité, le droit de nommer ce qu'on lui avait fait et de demander des comptes aux responsables. La voiture arriva, une simple berline avec un chauffeur âgé qui la regarda, imprégné de champagne, sans jugement ni curiosité. Becky lui donna l'adresse de Riverside Drive et s'installa sur la banquette arrière. Regardant l'hôtel s'éloigner par la vitre arrière, elle pensa à Denny, à ce qui lui restait de vie après ce soir. Une partie d'elle, celle qu'il avait aimée autrefois ou qui avait cru l'aimer, ressentit une pointe de compassion. Mais c'était faible et lointain, vite submergé par le souvenir de cette scène dans la salle de bal, enceinte et humiliée, tandis qu'il souriait sous le regard du monde entier.
L'appartement que June avait réservé se trouvait dans un immeuble calme, loin des quartiers huppés où Denny avait insisté pour qu'il vive. Le hall était propre mais modeste, orné de vraies plantes plutôt que de coûteuses compositions florales, et un agent de sécurité lui adressait un signe de tête bienveillant sans chercher à la juger. L'appartement au 4e étage était conforme à la description, meublé simplement mais confortablement, avec une chambre déjà aménagée en chambre d'enfant. Quelqu'un avait installé des rideaux occultants, monté un berceau, rempli les tiroirs de vêtements de bébé aux couleurs neutres et posé des vitamines prénatales et des livres sur la grossesse sur la table de chevet. Becky parcourut lentement la pièce, effleurant les meubles du bout des doigts, ouvrant tiroirs et placards. Tout ce dont elle avait besoin était là, des produits de toilette aux vêtements de maternité à sa taille, en passant par une cuisine entièrement équipée. C'était complet et impersonnel. Le travail de quelqu'un chargé de créer un espace sécurisant sans y projeter sa propre présence. Aucune touche personnelle, aucun message caché dans les tiroirs, rien qui puisse la faire se sentir obligée, surveillée ou possédée. Juste des ressources, de l'espace et la liberté de décider de la suite. Elle trouva le chemin de la chambre du bébé et s'arrêta sur le seuil, une main sur son ventre, contemplant le berceau qui accueillerait bientôt son enfant. Un garçon, avait révélé l'échographie, même si elle n'avait pas dit à Denny qu'il voulait une fille et qu'il avait déjà choisi un prénom qui sonnait plus comme une acquisition que comme un nom. Son fils aurait besoin d'un autre prénom. Un prénom qui représente l'espoir plutôt que la possession. Un message qui lui rappelait qu'on l'aimait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il pourrait devenir. Son téléphone vibrait de notifications. Des SMS de connaissances lui demandant si elle allait bien, sans doute plus curieux qu'inquiet. Des emails de l'avocat de Denny qui tentait de la contacter. Un message vocal de Denny lui-même. Ivre, incohérent, il alternait entre excuses et accusations. Elle les effaça tous sans les lire ni les écouter en entier. Cette vie était finie. Ces gens lui avaient montré leur vrai visage au moment crucial, et elle les avait crus. Le seul message qu'elle conserva était celui du numéro inconnu, celui qui lui avait offert cet appartement et cette chance. Elle le relut une dernière fois, puis tapa la réponse qu'elle avait composée mentalement pendant tout le trajet. Merci pour tout, pour ce soir, pour ça, d'avoir respecté mon choix. Il y a 5 ans, même si ça a fait mal. De ne pas m'avoir forcé à choisir à nouveau. Aujourd'hui, de m'avoir montré la différence entre contrôle et protection. Je comprends maintenant ce que je ne comprenais pas à l'époque. Tu mérites de savoir que c'est un garçon. Il est en bonne santé. Et il grandira en sachant que la vraie force, c'est protéger les autres sans exiger qu'ils vous appartiennent. Elle hésita avant d'ajouter la dernière phrase. Tu étais l'homme dangereux que j'ai fui, mais Denny était celui que j'aurais dû fuir. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à comprendre. Le message fut envoyé et elle attendit, mais aucune réponse ne vint. Elle ne s'y attendait pas vraiment. J1 avait dit ce qu'il avait à dire. Ses actions de ce soir avaient démontré la différence entre un homme qui contrôlait par la peur et un homme qui protégeait par le pouvoir. Il était parti car rester l'aurait placé exactement dans la situation dont il avait libéré. Redevable, obligée, prisonnière de sa gratitude, contrainte à des choix qui n'en étaient pas vraiment. Becky troqua sa robe déchirée contre des vêtements confortables que quelqu'un avait laissés dans le placard de la chambre, puis se prépara un thé dans la petite cuisine. Debout près de la fenêtre, elle contemplait les lumières de la ville, buvait de la camomille et sentait son fils bouger en elle. Et pour la première fois en 2 ans, elle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, la paix. Pas le bonheur, pas encore. Il faudrait du temps pour le reconstruire, mais la paix. La certitude tranquille d'être enfin en sécurité, sans avoir à se rabaisser. Son téléphone vibra une dernière fois. Une alerte info, Denny Copeland, PDG démis de ses fonctions suite à une enquête fédérale. Ses avoirs gelés. Son empire commercial en chute libre. L'article était déjà en tendance. Les commentaires regorgeaient de gens qui n'avaient jamais rencontré Denny, mais qui se croyaient autorisés à donner leur avis sur sa chute. Becky ferma la notification sans lire la suite. Il subissait les conséquences de ses actes, fruit de choix libres et de cruauté délibérée. Elle n'était responsable ni de sa rédemption ni de sa destruction. Elle était seulement responsable d'elle-même et de l'enfant qu'elle portait, de construire une vie fondée sur la dignité plutôt que sur la peur, d'apprendre à son fils que le vrai pouvoir résidait dans la capacité à s'éloigner. June lui avait enseigné cette leçon ce soir-là, non par des mots, mais par l'exemple. Il lui avait montré que protéger ne signifiait pas posséder. Que prendre soin de quelqu'un signifiait parfois le laisser libre de choisir son propre chemin. Que la chose la plus forte à faire était de neutraliser la capacité de quelqu'un à blesser vos proches, puis de s'en aller sans rien réclamer. Voilà ce qu'était le pouvoir. Tout le reste n'était que cruauté déguisée en costume coûteux et en promesses vides. Et Becky Ménard en avait fini avec la cruauté. Elle y avait survécu 2 fois, de la part de 2 hommes très différents. Et cette expérience lui avait appris une leçon précieuse.
Elle n'avait pas besoin qu'on la sauve. Elle avait besoin d'espace et de ressources pour se sauver elle-même. Et c'est exactement ce qu'on lui avait donné. Non pas un sauvetage, mais une base. Ce qu'elle construirait dessus serait entièrement son choix. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez les notifications.